Voilà, alors j'ai voulu créer ce petit tuto qui est au fond une chose très simple, c'est-à-dire de voir les bases profondes de la géométrie 3D, enfin de la, de la construction 3D, aller un petit peu plus loin parce que très souvent, même si on joue assez avec tout dans Blender, les volumes, les choses comme ça, et puis ensuite tous les tutos qu'il y a, on a des fois un manque de connaissances profondes de la manière dont sont construits les objets, les notions de vertice, edge, et des choses comme ça, et faces, et ainsi de suite. Et puis on voit pas très bien des fois comment se font les blocs de data, et ainsi de suite. Et donc j'ai voulu un petit peu rentrer dans les détails, et puis ensuite voir les mathématiques aussi qu'il y a derrière, parce que bon, en simplifiant un peu, on arrive à comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors, d'abord, avant tout, je dois avouer que j'étais obligé de revenir en 2,79. Pour la bonne raison, c'est qu'il y a un petit utilitaire très simple que vous allez chercher sur internet et qui est un add-on, qui est un petit peu un add-on un peu spécial, le voilà, hein, il s'appelle Space underscore View 3D underscore Index BMesh. Il permet de numéroter en mode edit les vertices et les edges et ainsi de suite. Et je l'ai mis en version 2.79 parce que on peut, et je ferai un petit additif à la fin de la vidéo, le mettre dans des versions comme 3.0 et ainsi de suite, mais les numéros qui sont mis sur les vertex et les edges et les faces et ainsi de suite sont assez petits et en bleu marine, ce qui est difficile à voir dans une petite vidéo. Tandis que là, cet add-on-là, que l'on met uniquement sur la version 2.79, je vous montrerai sur les autres comment on fait, on n'en a pas besoin, c'est inclus dedans si j'ose dire. Et eh bien, ce petit add-on, il va nous donner, comme vous allez le voir, quelque chose d'assez rapide. Alors, il suffit d'aller le chercher, d'aller le télécharger, hein, vous tapez add-on de Blender, machin, et puis vous le récupérez, vous le mettez dans un fichier que moi un dossier que j'ai appelé add-on Python, et puis ensuite vous allez dans File, Préférences, et vous allez ici dans Install Add-on File et vous cherchez votre là bon, il est dans un dossier quelque part, et puis vous cliquez dessus et vous faites install. Et après, j'étais un peu vite, pardon, user préférence, et ensuite vous allez chercher. Bon, je vais faire ajouter un plane, par exemple, Shift A, voilà, je vais pas grandir. Je vais passer en mode, je vais mettre le panneau N, hein, j'en aurai besoin. Je vais passer en mode Edit. Je vais faire dérouler mon panneau N. Et je vais ici, vous voyez, il y a un petit bouton qui appelle Visualize Indice. Et là, vous voyez apparaître les numéros. Alors ici, j'ai cliqué sur Vertex, mais je peux avoir les Edges, vous voyez, et je peux avoir les Faces. Les Faces, bon, il est sous le petit widget. Voilà. Bon. Donc, moi, j'ai besoin que des vertices. Alors, tout ça pour vous dire que ça, je vais en avoir besoin. C'est pour ça que je vous propose de le mettre en route. Alors, rentrons dans le vif du sujet, donc, pour essayer de comprendre comment sont faits les maillages, comment sont stockées les données à l'intérieur de Blender. Avec, on va utiliser l'outil Animation Nodes. Alors vous avez plusieurs moyens, hein, je vous rappelle un petit peu. Première idée, on tire ici
On sépare l'espace en deux parties, on fait apparaître l'éditeur de nœuds, et ici, on coche, ici, vous voyez, ce petit icône-là, d'accord? Et on va faire New. Je vous signale qu'il y a un moyen aussi, bon, je ne ferai pas ici, mais moi j'ai créé, vous voyez, un espace qui s'appelle Animation Node, et directement, ça me rentre cette configuration-là. Je n'ai pas besoin à chaque fois de tirer sur les fenêtres en me trompant, et ainsi de suite. D'accord? Alors, Animation Notes, notre but, c'est de regarder comment, par exemple, hein, un maillage simple, composé par exemple de quelques vertices reliés par des edges, par exemple un plan, il y a 4 vertices, et puis 4 edges, et puis une face, d'accord? Donc on va essayer de voir comment on peut comprendre la construction interne dans Blender. Alors pour ça, j'aurais besoin d'une notion mathématique, pas vraiment mathématique, mais enfin on l'utilise tous sans le savoir, c'est la notion de liste. Alors une liste, c'est au fond des tiroirs, hein, voilà, j'ai des tiroirs numérotés, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à l'infini, enfin jusqu'à l'infini, d'une manière dénombrable, quoi. En réalité, c'est fini, hein. Bon. Et à l'intérieur de chaque tiroir, il y a des éléments. Alors, les éléments sont de même type. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne met pas dans un tiroir, par exemple, je ne sais pas moi, des nombres, et dans le deuxième, on ne va pas mettre des vecteurs ou des droites, hein. On va avoir partout la même chose. D'accord? Le même type. Donc, on a des listes d'un certain type d'éléments, et des listes d'un autre type, et ainsi de suite, hein, selon. Alors, les éléments, c'est tout simplement des données, hein, des datas, comme on dit. Voilà. Et donc, pour accéder à chacun de ces éléments, eh bien, on appelle l'indice, ou le numéro, si vous voulez, c'est pareil, hein. Chaque fois que vous entendrez le mot indice, c'est la même chose que numéro. Et donc ça, c'est ça ce qu'on appelle une liste. Donc c'est une notion, hein, que je vais utiliser assez souvent. Alors, commençons un petit peu à voir les choses. Première chose, j'ai besoin d'un node qui va me faire un point de départ, si j'ose dire, pour construire mon mesh. Hein. Alors, ce que je voudrais que vous compreniez bien, c'est que ici, dans l'espace 3D, on est dans ce qu'on appelle un espace qui est voisin des mathématiques, ce qu'on appelle un espace affine en mathématiques. On va se mettre en view top, hein, et on va se limiter à un espace à 2 dimensions. Hein, comme vous le voyez, j'ai que X et Y, Z, il est vu de dessus, donc on ne le voit pas. Donc pour l'instant, on va travailler à 2 dimensions. Et puis on va se mettre en position correcte, c'est-à-dire les X positifs par là, et les Y positifs, ceux qui connaissent un peu la notion de repère. Il y aura des petites index de mathématiques à la fin. Et le premier travail qu'on va essayer de faire, c'est de faire apparaître des points, c'est-à-dire en 3D, ce qu'on appelle les vertices, ici, dans ces positions-là, vous voyez, aux bornes de cette petite grille-là. Hein, c'est-à-dire, je vais essayer de me déplacer correctement, ce qui n'est pas évident, si je ne fais pas attention. Voilà, Shift, voilà. Hein, je vais essayer de faire ça. Alors, pour cela, il faut que je fasse intervenir des nodes, des animation nodes. Alors, premier node que je vais faire apparaître, c'est un node qui s'appelle un node qui permet de visualiser ce que je fais. Hein. Donc, je vais faire d'abord new, hein, et puis je vais prendre peut-être la précaution ici, hein, en appuyant sur T, de ne pas faire travailler le moteur sans arrêt, parce que c'est pas que ça fatigue la machine, mais plutôt ça l'occupe un peu trop. Donc, quand j'en aurai besoin, je le ferai apparaître, mais je coche les derniers ici. Hein. Alors, vous verrez qu'il y a quelques petits problèmes de rafraîchissement, mais enfin, on verra tout à l'heure. Alors, donc, première trouve, Shift A, je vais faire intervenir, donc avec le menu Mesh, ce qu'on appelle un Object Output, c'est-à-dire je vais vouloir visualiser en un point ce qui se passe. Alors, pour Blender, créer avec un Animation Nodes, je veux dire un début de mesh, si vous voulez, une implantation de mesh, un germe, on pourrait dire ça. C'est tout simplement ici, vous voyez, vous avez Mesh Data, c'est-à-dire
les données du mesh, hein, qui vont être des listes les unes à côté des autres et qui sont reliées entre elles, hein. C'est-à-dire, vous allez avoir une liste, par exemple, de vecteurs qui va donner la position des points, ensuite une liste d'indices qui va donner les liens qu'il y a entre chaque vertice et qui constituent des edges, et ainsi de suite, hein. On verra ça un petit peu en détail tout à l'heure. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'en réalité, ce mesh data, ça va être un paquet adressé à un endroit précis de la mémoire de ces données. C'est utile à connaître dans certaines circonstances. Alors, je vais implanter mon germe, mon début, c'est target, hein, ça s'appelle une cible. Alors, on voit apparaître ici, si je clique à côté, vous voyez, une espèce de point ici. Alors, maintenant, je voudrais faire apparaître, par exemple, ce vertice-là et ce vertice-là. Comment faire? D'accord? Et puis même celui-là, hein, parce que ça, c'est pas un vertice pour l'instant, c'est le début du mesh. Alors pour ça, je vais faire intervenir un, un- des vecteurs. D'accord? Je vais avoir besoin de vecteurs. Donc Shift A, je vais aller chercher une liste de vecteurs. Donc je vais aller dans Vecteurs et je vais faire Liste. Alors voilà comment c'est fait. Vous avez des éléments, hein, voilà. C'est comme si ici, hein, par rapport à la notion de liste ici, hein, si je regarde bien, eh bien, le premier élément 0, ici, ça va être un vecteur dont les coordonnées vont être mis ici. Et le deuxième élément qui va être le numéro 1, ça va être un autre vecteur dont les coordonnées vont être ici. Alors, je vais rentrer mes coordonnées. Bon, par exemple, je voudrais cette coordonnée-là. Alors, vous voyez que ça correspond à l'abscisse égale 1, ordonnée égale 0, et bien sûr, z égale 0, on reste dans le plan, hein. On pourrait évidemment travailler dans l'espace. Donc, théoriquement, on fera apparaître, si tout se passe bien, ce point-là. Et puis, je voudrais, par exemple, ce point-là. Alors, ce point-là, c'est abscisse 1. Ou non, on va commencer par celui-là. Tiens, on va faire un petit peu les choses dans le désordre pour que vous... Euh, j'ai des raisons pour ça. Voilà. Alors, voilà, 1. Donc, théoriquement, on devrait avoir celui-là. Alors maintenant, ils n'apparaissent pas, hein. Pour l'instant, je n'ai créé que les vecteurs. Je n'ai pas créé les vertices. Alors, si on veut voir comment sont les vecteurs, hein, je vous rappelle qu'on a notre petit viewer, ici, qui nous permet, voilà, si je regarde, hop, vous voyez, effectivement, j'ai bien une liste, en 0, le premier vecteur, comme je vous l'ai dit, et en 1, le deuxième vecteur. Voilà, bon, je mets ça de côté, on continue. Alors maintenant, j'aimerais bien faire apparaître ces points, hein, ces points qui correspondent à ces vecteurs. C'est-à-dire des vertex en langage, hein, j'emploie le langage de géométrie, vecteur point, hein, pour ceux qui ont toujours des difficultés à aller voir la petite animation de la fin. Vecteur donc point, ça c'est de la géométrie, et d'un seul coup je passe dans le monde de la 3D d'animation, je dis vertex, d'accord? C'est-à-dire le monde vertice de Blender. Alors, je vais ajouter un truc qui s'appelle quelque chose qui combine les mèches. Donc je vais aller dans Mesh et vous allez voir qu'il y a un truc qui s'appelle Node qui combine les mèches. C'est-à-dire que, en gros, il prend une liste. Alors c'est un peu difficile à voir. Vous voyez qu'il y a vertex location au pluriel. Ça veut dire qu'il attend, enfin le nœud attend une liste, c'est bien notre cas, de location, c'est-à-dire de position. Et les positions, ce sont des vecteurs. D'accord? C'est bien ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. Voilà. Donc, on va connecter ça comme ça. Et ensuite, on va connecter ici Mesh Data, c'est-à-dire le paquet de données de ce qu'on peut appeler notre embryon de mesh, à ici, qui va être la zone d'affichage. Alors là, il nous met un point d'interrogation parce qu'il dit, qu'est-ce que vous voulez? Je veux l'afficher. Alors, c'est pas très visible, hein, et vous allez comprendre pourquoi j'ai fait le petit utilitaire. Alors regardez, si je m'approche un peu,
vous voyez ces petits points jaunes? Eh bien, ce sont effectivement mes vertices qui ont été collés. Et vous allez voir qu'ils sont numérotés selon, et bien entendu, hein, ce que je voyais dans mon viewer. Regardez, le 0 c'est le premier ici, 1 c'est celui-là, et le deuxième c'est 1, c'est-à-dire j'ai ma liste qui est en route. Alors, pour visualiser ça, on va utiliser le petit utilitaire. Je vais ici, alors, il faut que je me mette en mode edit, sinon ça ne marche pas. Toc, edit. Je me déplace, on les voit mieux, hein, les points. Ça, attention, c'est pas un point, hein, ça c'est le target, la target, si j'ose dire. Voilà, visualise indice avec les numéros. Vous voyez, j'ai 0 et 1. Donc je suis bon. Vous voyez que celui-là n'a pas de numéro parce que c'est pas un vertex. D'accord? Alors maintenant, je vais essayer d'ajouter d'autres vecteurs. Alors vous allez voir qu'il y a quelques petits problèmes de rafraîchissement, mais j'ai trouvé une technique, bon, qui vaut ce qui vaut, qui permet de réactualiser un petit peu l'affichage, pardon. Oh, l'affichement, c'est pas très joli. Alors, donc je vais augmenter ma liste, hein. Toujours mon idée de liste, je vais mettre 2, 3, c'est-à-dire je vais m'arranger pour faire apparaître, par exemple, ce point-là, ce vertice-là, pardon, encore une fois, il ne veut pas. Voilà. J'aimerais bien être bien en vue de dessus. Je top, voilà, merci. Voilà. Un petit peu de recul. Voilà. Je vais faire apparaître ce point-là et ce point-là. Enfin, ce vertex-là et ce vertex-là. Alors pour ça, il me faut des new éléments, il m'en faut 2. Toc. Alors là, il m'a donné que 0, mais bon, je vais m'arranger. Alors, celui-là, c'était 1 sur l'axe des X, ça c'était 1 sur l'axe des Y, celui-là, ça va être moins 1 sur l'axe des X, donc je vais mettre moins 1 ici. D'accord? Et puis ici, je vais mettre, alors il n'apparaît pas, hein, parce que là, il faut, si j'ose dire, il faut réactiver les choses, c'est-à-dire un petit peu rafraîchir, hein, ça s'appelle comme ça. Et donc, là, je vais ajouter celui-là, et celui-là, ça va être Y qui vaut moins 1. D'accord? Voilà. Donc, au total, si tout marche bien, je dois faire apparaître, c'est en 2, 3 ici, hein, d'après ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon, alors comment faire pour faire apparaître ça? Alors vous pouvez essayer, ça dépend, je n'ai pas trop trouvé. Premier essai qu'on peut faire, c'est se mettre en mode edit ici et faire tab, tab. Des fois ça marche, mais bon, ça marche pas ici. Moi, le truc, c'est un peu destroy, hein, mais bon, c'est pas grave, ça marche bien. Je vire, je delete la target et je crée une nouvelle target. D'accord? Voilà. Et je regarde mon bloc de données en mode edit. Si je sélecte target, bien sûr. Voilà. Alors, je vais faire disparaître mon widget parce qu'il me gêne un peu. Vous voyez que apparaît 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Et on peut même le voir ici. Hop. 0, 1, 2, 3. Donc, ça marche bien. D'accord? Donc, vous voyez que c'est assez facile de construire le bloc de données. Le bloc de données apparaît progressivement. Hein? On va voir maintenant une deuxième partie qui permet de faire apparaître les edges, c'est-à-dire, si j'ose dire, les côtés, hein, et puis après, on essaiera les faces. Alors, bon, on en était là. Je voulais simplement vous montrer que ici, ce qu'on avait créé, hein, vous voyez, on a créé un AN, ça veut dire Animation Non-Mesh Data Object, un objet à partir des animations de nodes, qui a 4 vertices, 0 edge et 0 faces ou polygones. Enfin, on verra un petit peu la différence. Vos problèmes de vocabulaire avec les nodes, c'est assez important, vous allez le voir dans la suite là. Alors, je vais contracter un peu ça, mais sachez que je l'ai, hein, d'accord? Parce que ça va me gêner un petit peu pour... Alors maintenant, je vais m'occuper de ça. Alors pour ça, il y a vraiment 2 nodes très importants qui vont me permettre de créer à partir de ces vertices, en disant par exemple je vais dire tout de suite le mot
au sens mathématique du terme, le couple 0-1, hein, d'abord 0 et ensuite 1, c'est-à-dire c'est une liste élémentaire dont la première place a pour valeur cette valeur-là, et la deuxième, celle-là, correspond à un edge, et ainsi de suite. Hein. Je vais faire 1, 2, correspond aussi à un edge, 1, 2, 3, aussi à un edge, et ainsi de suite. Et puis, ces edges vont être eux-mêmes placés à l'intérieur d'une liste. Donc, vous voyez, il y a des listes de listes. Enfin bon, on va s'en sortir. Alors, pour ça, j'ai besoin d'abord d'un premier node, qui est facile d'accès et qui est bon, pas trop compréhensible, mais je vais quand même l'utiliser. Donc, il est dans opérateur et je vais créer create edge indice. D'accord? Donc, je l'ai là. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne, edge indice? Ben, vous voyez, si je le relis, ça me donne ce qu'on appelle un tuple, c'est marqué. Un tuple, c'est tout simplement une liste à 2 éléments, c'est-à-dire il y a un premier, un deuxième. Hein. Bon, on vous rappelle les listes, c'est comme ça, 0. Le premier élément, c'est 0, et le deuxième élément, c'est 1. Alors, évidemment, il y a une espèce de confusion entre la place et l'objet occupé, mais vous voyez que si je mets 1 ici, vous voyez, ça met 1 ici, d'accord? Donc moi, comme je vais avoir besoin du vertex 0 et du vertex 1, ces index-là représentent tout simplement les index des vertices. D'accord? Enfin, représentent. Ils vont jouer le rôle de. Hein, j'indique, je pointe que ça va être 0 et 1. Bon. Alors maintenant, j'ai besoin de créer une liste de edge. Parce que je vais avoir en gros 4 edge. Hein, donc, je vais chercher. Je ne l'ai pas trouvé dans le... Donc, je vais mettre create edge. Voilà. Create edge list. Indice list. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça fait? Alors, vous voyez, le vocabulaire en haut est très compliqué. Ça va créer une liste dont chacun des éléments va être un couple ici, c'est-à-dire un couple de 2 vertices. Alors, par exemple, l'edge 0 va être le couple, par exemple, fait par 0 et 1 au niveau des vertices. Le couple, l'edge d'indice 1 va être le couple qui correspond ici, donc oui, à l'élément qui va être là, 1, 2. Donc on va essayer de faire ça. Alors pour ça, on va regarder aussi ce qui se passe dans le viewer, ça aide un petit peu. Je connecte ça déjà à élément. Et je vais bouffer le deuxième élément parce que pour l'instant, il va me polluer. Voilà. Donc j'ai créé un seul élément que je mets dans une liste. Donc théoriquement, si j'ai bien fait les choses dans ma tête, d'un point de vue théorique, j'ai le premier élément de la liste des edges, c'est-à-dire des côtés, c'est le couple 0,1, c'est-à-dire l'edge d'indice 0 va être associé au couple 0,1 de vertices. Alors on va voir si j'ai bien dit les choses. Voyez, ça c'est correct. Voilà l'indice de l'edge et voilà le couple associé. Bon, maintenant je voudrais en faire un autre élément. Alors pour ça, je vais prendre ici celui-là, je vais le changer et je vais faire, je voudrais par exemple aller de 1 à 2. Donc je vais écrire 1, 2, d'accord? Et alors ça se crée automatiquement, on pourrait faire new input, hein, mais ça fait une pollution là. Je préfère le faire à la main, ça se crée automatiquement si je le mets là. Voilà. Et vous voyez que j'ai créé un deuxième segment. Un deuxième edge entre 1 et 2. Alors maintenant, comment je vais les matérialiser dans l'espace? Eh bien, je vais tout simplement connecter ici ma liste à edge vertice au pluriel qui est une liste. Et là, rien n'apparaît. Eh bien, je vous rappelle ma technique un peu brutale. On tue le target, delete, on la recrée, et cette fois, vous voyez apparaître, sans problème, les edges en mode edit. Vous voyez que j'ai bien relié 0, 1 et 1, 2. D'accord? C'est quand même pas mal. Voilà. Ça, c'était pour les edges. Alors, on peut continuer comme ça. Hein, c'est assez facile, vous allez voir.
on va continuer, on va les faire. Je vais peut-être, oh bah non, ça serait plus joli si j'arrivais à avoir assez de place pour faire ça. Alors il y a un autre moyen qui permet d'aller plus vite plutôt que d'aller chercher le nœud, c'est que vous faites Shift D, voilà, vous dupliquez ce machin-là, et vous dites je veux créer le tuple 2, 3, donc 2, 3, je regarde si je le crée bien, parfait, il est créé, donc je le mets là, bing, et je regarde ce que j'ai créé. Bah, c'est parfait. Alors vous voyez que ça n'apparaît pas là, mais on va utiliser notre méthode destroy là, pour s'en sortir. Alors je vais essayer de faire très fort et de prendre suffisamment d'espace pour mettre le dernier, Shift D, pour faire apparaître notre petit carré, enfin les bords de notre petit carré. Donc 3, 3, 0, hein, puisqu'on revient, là j'ai fait un 2, 3, et je reviens 3, 0, non, 0, 4, voilà, et là, je rajoute l'élément. D'accord? Donc j'ai bien créé un tuple, le tuple 3, 0, le couple si vous préférez, et là, dans ma liste, je regarde, ben voilà, j'ai, alors, le premier edge, donc d'indice 0, c'est 0, 1, deuxième 1, 1, le 1, 2 par exemple, deuxième, troisième 2, 3, et 3, 0. Alors, destroy, delete, je fais de nouveau, et voilà, ça marche. Je me mets en mode edit, et voyez, j'ai fait mon travail sans problème. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté quelques vertices tout simplement pour que et j'ai fait disparaître les edges que j'avais créés, parce que j'en aurais pas besoin pour la suite. Et c'est là un petit peu l'ambiguïté, un petit peu de la suite. Alors d'abord, donc création de 2 vertices supplémentaires, vous les voyez là et là. Si vous voulez les voir en détail, hein, on va tirer ici. Vous voyez, j'ai les vertices qui sont là. Bon. Donc qui s'appellent 4 et 5. Une petite remarque quand même, remarquez qu'il faut un petit peu bien regarder l'ordre dans lequel ils sont faits. C'est un petit peu pour ça qu'il faut cet utilitaire là qui consiste à mettre en mode edit l'aperçu des numéros. Hein. Bon. Une fois qu'on a fait ça, euh, on va créer donc à l'aide de ça les polygones. Alors, vous remarquez qu'on ne dit pas face, on dit polygone. Ben, tout simplement, et c'est là un petit peu l'ambiguïté, c'est on va créer simultanément les côtés. Par exemple, ici, si je prends ces 4 vertices-là, on va créer simultanément non seulement les côtés, mais en plus la face. Donc on ne crée pas la face individuellement, hein, on crée des polygones. Bon. Pour ça, il nous faut donc une création de polynôme. Donc on va dans Mesh, on va dans Operator, et on va ici créer Edge create edge polygone indice. Voilà, voilà, le voilà. Ici, on va donc partir de là. Essayer de cadrer le mieux possible pour que vous voyez. Voilà. Et ici, on va créer aussi, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, hein, parce qu'il y avait des listes d'indices de vertices, il y avait des listes avec des indices d'edge, et il y aura des listes avec des indices de polygons. Donc je vais aller chercher Shift A, je ne sais pas où il est, alors je vais faire Create euh, Polygon, Polygone, Polygon, Polygon, List, indice list. Alors, ça marche comment cette histoire? Un petit peu comme tout à l'heure, je vais aller chercher une sorte de description des vertices qui interviennent pour faire le polygon, et le polygon va être créé par ça, à partir des indices. Alors ici, je vais le mettre sur
indices, d'accord? Donc je vais aller chercher les indices, je vais vous montrer comment. Et puis, je vais injecter ces indices dans cet élément-là pour créer ma première face. Alors par exemple, hein, on va prendre un exemple très simple. Je voudrais créer le polygone 0, 1, 2, 3. Donc, il faut que j'aille chercher une suite d'indices qui sont des entiers, donc 0, 1, 2 et 3, qui vont désigner les vertices, donc les indices des vertices. Donc je vais faire Shift A, je vais aller créer une liste de nombres, donc number, list integer, voilà, et je vais en mettre 4, hein, je vais faire new input parce qu'il m'en faut 4. Je vais dire, le premier, ça va être 1, non, pardon, le premier, ça va être 0, j'ai du mal hein, à partir de 0, 1, 2 et 3, voilà. Alors, si je regarde ce qui sort de ça, youp, ici, c'est un petit peu difficile parce que les indices, c'est-à-dire, hein, je vous rappelle mon petit dessin, c'est les indices et le contenu, les éléments sont les mêmes. Ah oui, mais il y en a un qui désigne le numéro du vertice que je vais prendre et l'autre c'est l'indice de la liste. Bon, hein, parce que si je fais ça, si je change ici par exemple, vous voyez, ça change là. Hein. Ça c'est le contenu. Hein. Dites-vous bien que ça c'est le contenu et ça va être l'ordre. Qu'est-ce qu'il fait là? Non, non, rien. Alors, je vais aller chercher donc euh, mon, mes indices, je vais les coller ici, tic, voilà. Qu'est-ce que ça me donne en sortie? Alors, je vais aller voir. Voilà, ben, ça me donne en, comment je pourrais dire, un tuple de 4 éléments. Hein, 0, 0, 0, 1, et ainsi de suite. Bon. Et ensuite, tout tuple, c'est des couples. Bon. Et si je branche ça ici, qu'est-ce que ça va me donner en sortie? Et ben vous voyez que ça... Alors là, bon, le deuxième, je vais le virer parce que ça m'ennuie vraiment. Voilà. C'est une pollution. Je dis, bah, le premier polygone que je vais créer, il va être constitué à partir des sommets 0, 1, 2 et 3. C'est ce que je veux. D'accord? Et je vais voir ce que ça donne si je l'injecte là. Mais je ne vais pas le faire tout de suite, je vais préparer la suite quand même, pour que vous voyez qu'il y en a deux quand même qui vont intervenir. Donc je vais créer une autre liste ici, Shift D, d'integer, et je vais dire, par exemple, je voudrais 0, 1, 5, 4. 0, 1, 5, 4. Bien, pardon. 4. Voilà. 0, 1, 5, 4. J'essaye de tourner dans le bon sens hein, pour éviter les croisements. Hein, je ne travaille pas en diagonale. Et donc, je vais créer un autre élément. Donc, ici, c'est des, je regarde les tuples que j'ai éclairés, que j'ai créés. Voilà, d'accord hein. Première place, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, là, ça a plus de sens, hein, parce que le premier, les places, hein, les numéros, les indices, si vous voulez, et ça, c'est les valeurs qui correspondent. Voilà. Et si maintenant, je mets ça dans l'élément, ben, vous voyez que je vais récupérer en réalité deux éléments. Le premier, 0, 1, 2, 3, qui était ma face que je voulais. Donc 0, 1, 2, 3. Et la deuxième, c'est 0, 0, 5, 4. Ah, c'est pas bon ça. Ah si, 0, 1, 5, 4, pardon. Je n'avais pas vu. Donc, supposons maintenant que je réinjecte ça pour voir si j'ai bien fait mon dièdre. Si je demande ici de faire le polygon. Bon, alors bien sûr, une question alors je vous rappelle la méthode cherche and destroy. C'est delete ici, et on rajoute bing, et on a notre résultat. Si on passe en mode edit, en mode oui, ici vous sélectionnez, et voilà, vous avez bien, enfin, on peut continuer comme ça, comme on veut, hein. On peut faire un cube sans problème, d'accord? Voilà, hein, c'est pas très compliqué, mais alors, si je regarde maintenant la structure que je viens de créer, eh bien, c'est assez intéressant. Vous voyez, je vais grossir un peu pour que vous voyez.
Le mesh en question, l'animation de mesh que j'ai créée, il est composé de 6 vertices, pas de edge, ce qui est curieux, et 2 polygons. Hein, 2 polygones, polygone, c'est cet ensemble-là. D'accord? Alors qu'en réalité, bien sûr, c'est un ensemble qui se comporte, si je me remets en mode habituel, en mode objet, j'ai exactement, comment ça s'appelle, une figure comme j'ai d'habitude. D'accord? Voilà. Alors, quelques petites remarques toutefois pour bien montrer, hein. Peut-être que ça vous a surpris de voir qu'ici il y avait un polygon sur l'objet mais qu'il n'y avait pas de edge, mais en réalité si je regarde un petit peu en détail, si je clique ici et que je me mets en mode edit, vous voyez, si je sélectionne, bon, ça a sélectionné et que je me mets bien en edge, ouais, là je suis en edge, vous voyez que si je déplace, j'ai bien un edge, hein. Donc ça marche. Autre remarque aussi, et c'est ça un petit peu qui peut être intéressant, c'est de piloter les animations de, de maillage, hein, de edge, de face ou de edge directement à partir des animation nodes de ce système-là. Par exemple, si j'ai construit mon objet comme ça, eh bien, je peux le piloter d'une manière dynamique. Alors là, par contre, il faut aller là dans le... je vous rappelle que vous avez un onglet ici et que vous pouvez mettre sur Always, c'est-à-dire le petit moteur ici tourne en permanence. Et je voudrais vous montrer quelque chose qui est assez intéressant. Je vais me mettre ici sur les indices, sur les... Pardon, je suis un peu pollué là. Les, les vertex. Si je regarde un peu là l'ensemble, et si je joue avec, je sais pas, n'importe lequel, par exemple ici Z, eh bien, bah tiens, là ça le fait pas, alors que ça le faisait dans la préparation. Alors bon, je sais pas trop pourquoi. Bon, ça va pas. Stop. Attendez. Hop, hop. Ah si, ça y est, ça l'a fait. C'est parce que c'était simplement pas réactivé. Donc il faut toujours un petit peu réactiver les choses. Voilà, ça bouge en même temps. Hein. Théoriquement, ça bouge en même temps. Ça devrait bouger en même temps. Je vais agir ici. 0. Je vais remettre à 1. Voilà. Donc théoriquement, lorsqu'on bouge, vous voyez, là, voilà, là c'est dynamique. Je peux bouger sur Z. Bon, je vais laisser Z à 1, mais je peux bouger aussi sur X. Vous voyez, et je peux bouger sur plein de choses comme ça. Donc je peux animer, c'est facile, hein, d'animer avec bon, la time info, la timeline, je peux animer comme ça facilement un mesh. Hein. On va prendre un exemple dans la suite qui est une simulation plus ou moins un petit peu délirante d'une bielle piston pour que vous voyez comment on peut animer ce genre de choses. Voilà. Stop. Alors, voici un petit exemple amusant, hein, parce que bon, il n'y a pas vraiment de réalité. J'ai fait ça un petit peu pour voir ce qu'on pouvait faire. De l'utilisation du pilotage direct des vertex, et aussi, bon, aussi de l'enveloppe d'un couple de vertex par une curve. Donc, pour l'animation d'une bielle et d'un piston. Alors, vous avez ici, bon, tout est commandé par la ligne de temps, là, par le moteur de temps qui est ici. Et puis, bon, bah, vous avez les équations qui dirigent soit le déplacement du piston, soit la rotation de l'extrémité qui est ici de la bielle, qui sont ici, c'est facile, enfin, ça c'est sur Wikipédia, vous trouvez, vous faites animation bielle piston, puis vous trouvez. Et puis ensuite, bah, les autres, les éléments, bon, bah, sont animés à la suite. Voilà.
Donc si vous regardez ce que ça donne un petit truc comme ça. Alors ça truande légèrement, si j'ose dire, pour la bonne raison, c'est que la longueur de la bielle, bon, elle est un petit peu variable. Mais bon, c'est simplement pour donner une idée de ce qu'on peut faire avec ça, hein. Alors bon, on peut regarder de près, hein, si vous voulez, un petit peu les choses. Mais bon, c'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça. Puis surtout que ça n'a pas un intérêt fondamental. Voilà. Mais c'était simplement pour vous montrer une illustration, hein. Ça, c'est piloté, hein, au lieu d'utiliser ce qu'on appelle les keyframes, enfin bref, le pilotage des maillages par les keys. Là, on pilote directement sur les animation nodes, le maillage, et donc on, on en déduit ce mouvement. Voilà. Bon, alors, un autre moyen de voir comment sont faits les objets, hein, de Blender, c'est d'utiliser la programmation. D'accord? Donc, on va essayer de regarder quand même quelque chose avant pour que vous voyez bien. Déjà, simplement d'un point de vue descriptif, un objet Blender, qu'est-ce que c'est? Alors, vous voyez que si je vais dans la outliner et que je déploie ici, vous avez deux choses qui apparaissent. Vous avez le nom de l'objet, hein, l'objet, et en dessous, vous avez quelque chose d'autre qui est le maillage. Vous remarquez que si je clique dessus, je passe immédiatement en mode edit, et puis mon petit utilitaire, il me marque si j'ose dire, les numéros des, hum, des vertices, des vertex, oui, des vertices. D'accord? Voilà. Donc il y a toujours deux choses, hein. Il y a le squelette, si j'ose dire, le maillage, et l'objet. Alors l'objet, évidemment, il peut avoir des choses supplémentaires, hein. Si par exemple je lui ajoute un, euh, un matériel, par exemple, si je lui dis, tu m'ajoutes, je sais pas, new material, voilà, il y a un matériel qui vient dessus, et ainsi de suite, eh bien tout ça, ça va être mis à l'intérieur de l'objet. D'accord? Vous voyez? Le matériel apparaît. Il est attaché encore au maillage, hein. Et puis, je peux ajouter d'autres choses, des modifiers, des choses comme ça. D'accord? Donc ça, j'en ai pas besoin, je vais le retirer. D'accord? Bah oui, il faut pas que je le fasse en mode edit. Si je le fais en mode edit, c'est pas bon. Je me remets en mode objet. Voilà, objet. D'accord? Et là, je vire le matériel. Donc vous voyez, tout ça, ça va s'empiler à l'intérieur d'une espèce de container qui est l'objet, hein. C'est pour ça que vous verrez que je vais essayer d'éviter dans le vocabulaire des ambiguïtés. Bon, donc le cube, j'en ai plus besoin, delete. Donc nous, on va essayer de créer quelque chose de simple, hein. Voilà, petite pyramide. Hein, ça fait partie des grands exercices qu'il y a sur Internet, en particulier dans la notice de Blender sur la programmation interne de Blender. Vous verrez, vous retrouvez cet exercice. Moi, je vais le refaire en français et puis peut-être d'une manière un petit peu différente. Alors, la simple chose qu'il faut se repérer, c'est par rapport à l'espace de Blender. Vous voyez, ça va être le plan de base, hein, c'est-à-dire ici, c'est X et Y. Hein, les voilà, X et Y. Voilà, j'ai encore perdu une fois de plus mon image. Voilà. Voilà. Donc j'ai X ici et Y. La partie positive, ça va être par là. La partie positive de Y, ça va être par là, hein. C'est l'orientation classique. Donc ça, c'est l'origine du monde. Voilà. Et Z, bien sûr, serait vertical, perpendiculaire. Voilà, on va essayer de faire ça. Alors, faites attention au numéro des vertices, hein, 0, 1, 2, 3, 4. Et bien sûr, on en déduira les faces et les edges, que je n'ai pas marqué parce que sinon ça surcharge énormément la figure. Bon, alors, on y va, on se lance. D'abord, on va se mettre dans un langage qu'on appelle le langage Python, qui est un langage de programmation et qui communique très bien avec Blender. Il peut prendre les fonctions qui ont été écrites par les développeurs de Blender et puis les mélanger à sa technique de programmation, et ainsi de suite. Donc nous, ça va nous servir parce que justement, on va employer certaines fonctions de Blender pour créer progressivement notre petit objet pyramidal.
Alors, pour ça, on va se mettre dans un espace de programmation, c'est-à-dire qu'ici, si vous voyez, ça c'est des espaces de travail, il y en a un en particulier qui est intéressant, c'est le scripting. Voilà, scripting, ça veut dire on va essayer de scripter. D'accord? Alors, bon, la partie qui est en bas nous intéresse moyennement. On va essayer. Ah, oui, d'accord, j'ai toujours le même problème du bas et de haut, là, voilà. C'est, si vous voulez, l'interprétation directe des fonctions de Blender. C'était on tape le nom de la fonction et bloom, ça fait quelque chose, si on ne s'est pas gouré la manière dont on l'a tapé. Et là, par contre, on va avoir ce qu'on appelle l'espace de travail, c'est-à-dire le texte, qui va être un texte en langage Python, et ça, bien sûr, la scène. Alors, pour commencer, il faut bien sûr créer un premier texte, alors on va appeler pyramide. Bon, c'est pas très original. Voilà. Par contre, il faut bien vérifier, hein, que ceci est coché, ceci est coché, ceci est coché. En particulier la syntaxe highlight, c'est-à-dire ce qui permet de mettre en surbrillance colorée la syntaxe. Ça, éventuellement, vous pouvez le mettre, c'est l'indentation automatique, mais bon, on s'en fout un peu. Autre point qui est intéressant, c'est si vous appuyez sur la touche contrôle et la roulette vers l'ordinateur, vous grossissez ou vous diminuez la police de caractère comme vous voulez, avec donc contrôle et la roulette de la souris. Moi, je grossis un peu pour que ce soit visible. Bon. Alors, premier travail à faire, on va rédiger la chose dans le langage de Python. Il faut que Python puisse aller chercher des fonctions de Blender pour pouvoir les lancer. D'accord? Parce que nous, on va lancer le programme Python. Donc pour ça, on va demander à Python d'aller chercher, donc on va lui demander import BPY, c'est-à-dire importe-moi le module des fonctions qui sont utilisées par Blender, Blender avec le langage Python. Alors, je vous rappelle l'idée, hein, c'est on l'avait vu dans la partie précédente, c'est qu'un objet, c'est déjà un ensemble de vertices, oui. Il y en a ici 1, 2, 3, 4, 5, qui partent de 0 jusqu'à 4, donc on va les rentrer dans une liste. Hein. Vous retrouvez encore cette idée de liste. Alors pour ça, bon, je ne vais pas passer trop de temps à taper tout, mais je peux prendre, comme j'ai préparé un peu mon travail, je vais prendre, copier, ici, je vais dire, bon, je vais créer une variable qui s'appelle chords, ça je vais commencer à le taper à la main, et puis je vais dire, voilà, elle prend toute une série de valeurs. Alors, les valeurs, ce sont les valeurs d'une liste. Une liste, c'est codé de la manière suivante. On fait un crochet ouvert, et on va rentrer les éléments de la liste. Alors, premier élément, donc si je regarde ici, c'est 1, 0, ensuite 0, 1, 0, ensuite moins 1, 0, 0, ensuite 0, moins 1, 0, et le dernier là-bas. Bon, alors pour ne pas perdre trop de temps, comme je les ai tapés un petit peu à l'avance, voilà, je les prends ici, copier, je les prends dans mon brouillon, et je les mets là. CTRL V. Ça gagne du temps aussi. Bon, voilà, je les ai tous copiés et bien sûr, à la fin, je mets fermer la parenthèse. Enfin, le crochet, c'est-à-dire j'ai ma liste en entier. Deuxième temps, je vais m'intéresser au edge. D'accord? Donc, edge, je crée une variable edge égale, et voilà. Je vais essayer toujours sous forme de liste, mais cette fois, cette liste va être dépendante de la première, plus exactement, elle va pointer sur les éléments de la liste précédente. Alors, les côtés, eh bien, il suffit de regarder. Je vais ici vous montrer sur l'exemple que j'ai des côtés très simples à calculer. Par exemple, j'ai le côté 0,4, ici, qui est ce côté-là, le côté 1, 0, qui relie le vertex 1 et le vertex 4, pardon, 1, 4, pardon. Ensuite 2, 4, ensuite 3, 4, et puis il y a tous les autres, et ainsi de suite. Alors, pour ne pas vous faire perdre trop de temps, je prends ici ma liste que j'ai déjà préparée, voilà, et
je la colle, copier, voilà, je la colle ici. CTRL V. Et je ferme, bien sûr, ma liste par un crochet. Bing, voilà. Je vais prendre un peu plus de place parce que j'aime bien qu'on ait tout sur la même ligne. Voilà. Bon, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Bon, il y aurait théoriquement des faces, mais pour l'instant on en est au edge, donc on va voir. Alors maintenant, on va dire qu'on va créer un maillage. Hein. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, un objet, ça contient un maillage. Donc on construit à l'envers, on construit, si j'ose dire, le squelette, et ensuite on va mettre la viande autour, si j'ose. Voilà. Donc, je vais prendre une variable qui s'appelle, je vais l'appeler maillage, égale, d'accord, et puis je vais dire à Blender, à Python d'abord, d'appeler une fonction de Blender qui s'appelle, donc qui est issue de BPY et qui est un sous-fonction de BPY. Ah oui, si je ne mets pas ma souris dedans, ça ne marche pas. BPY.data. Alors ça, c'est les libellés qu'il faut connaître. Hein. Bon, c'est pour ça qu'il faut un petit peu s'entraîner. Meshes, donc mesh, maillage, new. Hein, ça dit bien ce que ça veut dire. Je veux créer un maillage. Puis je vais lui donner un nom. Et là, le nom, c'est moi qui l'invente. Hein. Donc c'est une chaîne de caractères, c'est entre guillemets. Et pyramide. Et je vais ajouter mesh. Hein, pour montrer que c'est en réalité le maillage de la pyramide que je suis en train de créer. Hein. Ce n'est pas l'objet. Hein. On verra tout à l'heure l'objet. Et d'ailleurs, le voilà qui arrive. Alors pour pas l'appeler objet, ni object, parce que sinon c'est de l'anglais, et ça risque d'être en confusion avec le langage. J'ai utilisé le mot grec qui correspond à objet à peu près. Je l'ai appelé pragma. D'accord. Bon, alors ça gênera peut-être certains, mais au moins c'est un objet. Hein. En gros, c'est une boîte que je vais mettre, que je vais créer. Alors pour ça, de nouveau, j'appelle le, le module d'import BPY, data, bien sûr toujours, mais cette fois sur Objects, et je vais créer Object, et je vais créer pyramide. D'accord. Mais pyramide, je voudrais que pyramide, hein, alors ça c'est moi qui invente le mot, il soit construit bien sûr à partir de mon maillage. Donc je lui dis, tu me crées mon objet à partir de mon maillage. Voilà, il s'appellera pragma. D'accord. Alors maintenant, il faut que je place cet objet dans la scène de Blender. Moi je vais le mettre à l'origine. Hein. Donc je vais dire pragma pragma l'objet, hein, enfin plus exactement, je vais aller chercher à l'intérieur de l'objet pragma quelque chose qui s'appelle la position, d'accord. Et je vais dire, cette position de pragma, hein, c'est ce que ça veut dire, est égale à, doit être égale à 0,0,0, c'est-à-dire l'origine du monde. D'accord. Voilà. Alors si tout s'est bien passé, eh bien je vais raccrocher, hein, parce que là pour l'instant je travaille, si j'ose dire, en prévision. Je vais raccrocher maintenant ce que je viens de construire à ma scène, c'est-à-dire à ce qu'il y a sur mon écran. Puis après je vais rafraîchir. Alors pour ça, je vais faire bpy-e.contexte. Alors ça c'est du langage pur et dur. Hein. Pas de hein. Contexte .scène .object .link. Link, ça veut dire lié. Hein. Vous créez un lien de pragma. C'est-à-dire, tu relis, en quelque sorte, pragma, l'objet que je viens de créer, à ma scène. Voilà. Et surtout, alors là, c'est là. Pardon. Parce que mon maillage, pour l'instant, c'est une belle chose, mais il n'y a rien dedans. Parce que je ne l'ai pas relié aux coordonnées au edge. Il faut que je dise à Python et à Blender que ce maillage,
ils se remplissent avec les coordonnées et les edges. Alors, on va déjà commencer par les coordonnées et on rajoutera après les edges. Donc, hein, on va faire 2 passes si j'ose dire. Donc, je dis maillage point from. Alors, que je me gourre pas dans la syntaxe, hein, j'ai été obligé de préparer parce que sinon, c'est pas toujours évident. Alors, c'est PY-data, donc Python data, et puis je vais dire simplement chords. Je devrais marquer les edges derrière, mais là, pour l'instant, je mets rien du tout parce que je voudrais simplement créer dans un premier temps, comme je l'ai fait dans la première partie avec les nodes, je voudrais simplement créer les points et les voir, d'accord? Enfin, les vertex. Et puis, il faut que je dise à la machine de me rafraîchir l'écran. Donc, maillage, enfin l'espace. Maillage.update. Alors ça, c'est aussi du pur et dur. Calc-edges. J'essaierai de vous expliquer un petit peu plus en détail cette instruction. Mais en gros, si vous voulez, ça met à jour un peu l'espace. D'accord? Voilà à peu près où on en est. Alors si on n'a pas fait d'erreur de, de, de programmation, enfin surtout de clavier, de choses comme ça, on doit avoir, théoriquement, en exécutant ce petit programme, on devrait avoir apparition des edges de la pyramide. Run, ping, ça commence, erreur, en ligne, voilà. Alors, pragma, bpy data object, new, pardon, excusez-moi, oui, ça c'est moi. Ça il faut dire effectivement que c'est un nouvel objet. Oui, ça c'est un peu bête. Si je l'ai pas fait, c'est pas bien. Alors, je recommence, on va voir si ça marche. Non, ça marche pas de nouveau. BPY reçoit position, reçoit pragma, position, reçoit 0, 0. Qu'est-ce qu'il me dit? Je vais faire évidemment une pause. Quand on est mauvais, on est mauvais. J'ai confondu les vocabulaires des nœuds et de Python. C'est Python, pragma location des nœuds et pas pragma position. Donc théoriquement, ça devrait marcher. Alors, si on ne s'est pas trompé, on devrait avoir ici, si je tire un peu, oui, on devrait avoir ici nos points. Alors, je vais faire apparaître en mode edit. Voilà, vous les voyez? Là, voilà, on a bien. Je vais faire disparaître ça. Voilà. Voilà, vous avez nos vertices qui sont apparus. Donc c'est bien, hein, ça a bien marché. Alors maintenant, deuxième phase, on va faire apparaître pardon, on n'y est pas, ça sera la troisième phase. On va faire apparaître les edges. Donc comment on va faire apparaître les edges? Ici, je vais tout simplement mettre dans mon programme edges. Vous voyez que c'est pas très compliqué. Par contre, il va falloir que je tue un peu pyramide ici. Delete, voilà. Parce que je vais faire le ménage avant de passer à autre chose, sinon je vais avoir des empilements, ça risque d'être un peu merdique. Voilà, donc théoriquement, si tout marche bien, on devrait voir apparaître nos edges. Et regardez, il en manque une, on va voir pourquoi. Mais là, c'est bien pour débugger, vous allez comprendre pourquoi. On va mettre nos numéros en apparition, donc je vais passer en mode edit, et vous allez voir qu'il y a 0,3 qui manque. Alors effectivement, j'ai fait 0,2, je me suis trompé, c'est 3, 0. D'accord? Voilà, je vais... oui, c'est encore une fois 3, 0. Voilà. Et voilà. Et donc si de nouveau je tue, et que je run, cette fois, vous voyez, c'est propre, j'ai bien ma pyramide. D'accord? Voilà. Alors, dernière phase, bien sûr, la cerise sur le gâteau, les faces. Alors, les faces, on va les rentrer à la main. Je vais vous rappeler un petit peu les choses. C'est encore le problème de la souris. Face. Je crée une autre liste, Alt, et je vous rappelle un petit peu l'idée.
Chaque face, correspond à 3 vertices. Par exemple, ici, la face 1, hein. En gros, la face 0, pardon, à chaque fois, le 0 et le 1, c'est difficile, hein. Ça doit être le vertex 0, le vertex 1 et le vertex 4. D'accord? La face 1, ça doit être le vertex 1, le vertex 2 et le vertex 4, et ainsi de suite, hein. En gros, vous avez compris l'idée. La dernière en bas à plat, on verra après parce qu'elle a 4 côtés. Donc, pour aller un peu plus vite, je les ai rentrés à l'avance. D'accord? Je fais copie, copier et paste. Voilà, elles sont là. Hein, si vous voulez vérifier, on vérifie ensemble, vérifier. Donc 0, 1, 4, 0, 1, 4, c'est bon. 1, 2, 4, 1, 2, 4, c'est bon. 2, 3, 4, 2, où elle est 2, 3, 4, c'est bon. Et 3, 0, 4, 3, 0, 4, c'est bon. Hein. Donc théoriquement, on devrait avoir les faces qui apparaissent. Et la face 4, elle, on la laisse de côté. On verra que ça marche. C'est un quad, hein, c'est à 4 côtés. Donc, petite remarque avant d'aller plus loin. Si je regarde, vous voyez que j'ai bien mon mesh à l'intérieur. Je tue ça, hein, parce que comme d'habitude, on fait le ménage pour pouvoir reprendre tout. Et si je fais run script, eh bien, j'ai une erreur. Faces égale, merci, voilà, d'accord. De plus en plus fort, voilà. Je fais des bêtises à force de parler et de faire les choses. Voilà. Et j'ai pas mes faces, pour la bonne raison, c'est que je leur ai pas dit ici de se créer. Eh bien oui, je refais donc delete et je vais mettre ici faces, voilà. Théoriquement, là cette fois, eh bien, si vous regardez bien, j'ai toutes mes faces qui sont créées, sauf, bien sûr, celle du dessous, hein. Celle du dessous n'est pas créée. Oh, vous allez voir que c'est pas très compliqué. La machine est très intelligente et Python est très intelligent, beaucoup plus que, que moi. Je vais tout simplement lui ajouter non pas un triplet, mais un quadruplet, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3. Et vous allez voir que théoriquement, si je ne me suis pas trompé, virgule, donc j'ajoute ici dans ma face, donc 0, 1, 2 et 3. Ah, j'ai pas mis ma souris dedans. J'ajoute donc le quadruplet, 0, j'ai du mal hein, là, virgule, 0, 1, 2, 3. Hein, théoriquement, si je ne me suis pas trompé, c'est ça. Je vérifie quand même. 0, 1, 2 et 3. D'accord. Donc, a priori, si je tue de nouveau x delete et que je relance, cette fois, vous voyez, j'ai la face du bas qui est correcte. Là, tout est propre. Voilà. Alors sur cette représentation plane, bien sûr, à l'intérieur de Blender, j'ai essayé d'aborder la notion d'espace affine et montrer que le plan ici, hein, qui est représenté à l'intérieur de Blender, je ne parle pas de la surface 3D pour l'instant, je parle simplement du plan avec la grille et les choses comme ça. Hein. Eh bien, en réalité, c'est ce qu'on appelle, en mathématiques, on appelle ça un espace affine. C'est-à-dire, j'ai fait figurer ici des points, A, B, C, D, E, voilà, et ces petites flèches vertes qu'on appelle des vecteurs. Alors, ils sont nommés U, V et W avec une flèche en vert. Hein. Alors, on va prendre une approche assez ancienne, mais qui peut être pratique quand même pour comprendre. C'est au fond la différence d'être entre la famille des verts et des blancs, c'est que par exemple un vecteur, ça a 3 paramètres essentiels. C'est sa direction, c'est-à-dire la droite dans laquelle il est supporté. Hein. Vous voyez qu'ici il y a une droite qui passe par cette flèche, ici il y en a une autre, ici une troisième. Donc ça c'est ce qu'on appelle la direction. Il y a aussi le sens,
Vous voyez, ça, il y a une flèche. Alors, je vous rappelle la différence entre direction et sens dans le langage courant, on se trompe souvent. Sur l'autoroute, on dit souvent on a tous la même direction. Alors, c'est vrai qu'on a tous la même direction, mais on marche pas dans le même sens. Et heureusement, sur les voies différentes. Parce que quand vous voulez aller de Paris à Marseille, eh ben, vous avez deux possibilités. Soit effectivement vous allez de Paris à Marseille, soit vous allez de Marseille à Paris. Donc l'autoroute Paris-Marseille, c'est la direction, et le sens, c'est soit Paris-Marseille, soit Marseille-Paris, hein, c'est-à-dire le sens de la flèche. Bien pas confondre les deux. Donc je reprends, direction, sens et une certaine longueur. Vous voyez, ils n'ont pas tous la même longueur. Hein, c'est la longueur du segment, d'un segment ou d'une unité associée. Bon. Alors maintenant, la différence aussi essentielle, je vais faire jouer l'animation pour que vous compreniez, vous voyez qu'ils peuvent se balader n'importe où. C'est-à-dire qu'en réalité, ils sont tous, enfin, un vecteur, c'est une infinité de vecteurs parallèles entre eux. Mais c'est les mêmes, d'accord? On dit qu'ils sont tous identiques. Hein. Tous les vecteurs qui sont parallèles à U, qui ont le même sens et la même longueur, c'est le même vecteur. Ben, pareil pour U et pour W. Voilà, donc c'est pour ça que je les fais se balader, alors que les points, eux, restent fixes. Alors, à partir de cette idée, vous me direz quel est l'intérêt d'avoir des points et des vecteurs. Ben, ils peuvent, si j'ose dire, interagir, hein, opérer les uns sur les autres. Par exemple, dans l'animation numéro 2, je vais vous montrer comment un vecteur peut produire des points à partir d'autres points. Par exemple, je vais faire marcher ma petite animation. Vous allez voir tout de suite ce qui se passe. Vous voyez, ici, on peut dire, c'est pas très exact, mais on peut dire que le vecteur U s'est appliqué, si j'ose dire, en un point E, et on a pu en déduire un point unique, M, tel que le vecteur EM, c'est-à-dire le vecteur dont la direction est la droite EM, la longueur du segment EM et le sens E vers M, c'est la même chose que le vecteur U. Donc vous voyez qu'à partir d'un vecteur, on peut dire qu'on obtient, à partir d'un vecteur et d'un point, on obtient un autre point. Hein, c'est ce qu'on appelle un bipoint. Le bipoint EM. Ou si vous voulez, un vecteur lié. C'est des vieilles notations, mais ça peut servir. Alors si on continue, vous voyez que le vecteur U peut continuer lui à se balader et s'appliquer à un autre point, il va donner un second point P qui est dP, et puis on aura des relations d'égalité, on aura EM aussi égale dP, et pourtant ils ne sont pas l'un à côté de l'autre, d'accord? Et on continue comme ça, comme on veut, d'accord? Là, c'est la phase, donc, un vecteur, un point, on obtient un autre point. On pourrait dire aussi que M est le déplacement, hein, ça s'utilise aussi, est obtenu par déplacement de E selon U. C'est-à-dire, U, c'est ce qu'on appelle une translation, c'est-à-dire ça va dans une certaine direction, donc la direction EM, ça va dans le sens E vers M, et ça se déplace d'une certaine amplitude qui est la longueur du segment. Voilà. Enfin, on peut avoir évidemment l'inverse. Je vais revenir en arrière, là, j'aurais dû revenir en arrière avant. J'ai des bipoints dans l'espace qui sont comme ça, dans le plan, hein, bien sûr. Eh bien, si je fais marcher ma petite animation, vous allez voir que je peux créer, à partir d'un bipoint, le vecteur, là, voilà une erreur. Voilà, c'est BA, c'est pas AB. D'accord? Il faut que je corrige. D'ailleurs, le corriger tout de suite. Je vais faire Edit et je vais faire C. BA. Vous voyez, ma petite animation était fausse. Bon, je continue mon animation. Vous voyez que ici, T va construire KR. Et effectivement, vous voyez apparaître T, le vecteur T, qui est le vecteur qui a pour direction K et KR, et pour sens K vers R, et pour longueur, la longueur du segment. Et là, vous voyez, mes deux vecteurs étant créés, ils se déplacent comme ils veulent, eux, ailleurs. D'accord? Les points, eux, restent sur place. Mais ce sont des représentants de ces deux vecteurs. Donc il faut bien comprendre le jonglage entre les deux. D'accord? Alors sur les vecteurs, il y a des opérations. Hein? Alors,
Ici, sur cet écran, on peut voir que on va prendre le vecteur U qui est là, et on va le multiplier par A pour obtenir un autre vecteur. Les valeurs de A, ben, elles sont pointées ici. Ici, par exemple, vous avez A égale 1. Donc, le vecteur AU, ben, c'est le même que le vecteur U. Mais si on fait varier A, hein, comme on va le voir dans l'animation tout doucement, voilà, A, vous voyez, passe en haut à la valeur 2, automatiquement, le vecteur AU a la même direction que le vecteur U, le même sens que le vecteur U, mais une longueur à peu près égale au double. Hein. Je continue, et à chaque fois, donc, on va conserver le même sens, c'est simplement la longueur du petit segment associé qui va être multipliée par la valeur de A, à condition que A soit positif. Maintenant, bien sûr, si A diminue, eh bien, on va avoir le même phénomène, hein, c'est-à-dire le vecteur AU est moins important, et quand on va arriver à 0, on va avoir ce qu'on appelle le vecteur nul qui est réduit à un point. D'accord? Voilà. Maintenant, si on passe de l'autre côté et qu'on multiplie le vecteur U par un nombre négatif, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez voir, la longueur est toujours multipliée par le nombre sans son signe, hein, mais par contre, évidemment, le sens est changé. D'accord? Donc souvenez-vous, à chaque fois que vous prenez un vecteur, vous obtenez un vecteur qui est parallèle, mais dont la longueur est multipliée par le nombre A, et dont le sens est celui du signe de A. Si c'est négatif, c'est le sens contraire, et si voilà, ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est relativement simple à comprendre, hein. C'est une opération. Alors on dit que les deux vecteurs AU et A sont collinéaires. Hein. Essayez de vous souvenir de ce vocabulaire. D'accord? Voilà. Hein, aussi se souvenir, quand A égale 0, vous êtes revenu à un point. Hein. Le vecteur nul, ça s'appelle comme ça, est réduit à un point. Voilà. Alors, la deuxième opération que l'on peut faire avec des vecteurs, c'est faire une somme. Vous voyez, on va écrire V égale U pour W. Alors maintenant, comment ça se fait d'un point de vue pratique dans le monde des vecteurs? Et bien, vous allez voir, j'avance progressivement ici. Je vais mettre les vecteurs bout à bout, comme ça, et je vais créer le vecteur W qui sera dit égal à U plus W. En réalité, hein, ce sont des bipoints que l'on prend, mais bon, en gros, ce sont des vecteurs. Et ça, c'est un peu la construction, on appelle ça la construction de Chasles, hein, parce qu'on la doit à Chasles. Et il y en a une autre construction, vous allez voir, nos deux vecteurs, au lieu de les mettre bout à bout, on va les mettre origine de l'un est égale à l'origine de l'autre, et on va tracer les parallèles, ici, à chacun des deux vecteurs, qui vont se croiser en un point. La figure obtenue est ce qu'on appelle un parallélogramme, c'est pour ça que la construction est appelée la construction du parallélogramme, et on obtient le même vecteur W. D'accord? Alors ça, cette dernière ici est assez intéressante. Alors on retrouve hein, sur les deux moitiés la construction de Chasles, c'est-à-dire qu'ici, si j'imagine que j'ai le vecteur U, ben ici, ça, c'est un représentant de V, et j'ai la construction de Chasles, et ici, pareil. Hein, c'est-à-dire, c'est commutatif, comme on dit. Ça peut se faire dans les deux sens. Oui, cette construction du parallélogramme est quelque chose d'assez intéressant, parce qu'on peut la prendre à l'envers. On peut lire W égale U plus V, c'est-à-dire que W peut être dit comme se décomposer en U et V, qui sont les projections sur deux directions. C'est-à-dire, si j'imagine la direction ici et la direction là, hein, les deux directions comme ça, eh bien, si je projette ce vecteur-là sur cette direction-là, j'obtiens U, et ici, j'obtiens V, et ici, j'obtiens U. Hein. Donc, on peut dire aussi que W a deux projections U et V sur les directions correspondantes ici. Ça va être utile dans la suite. Alors, dernière chose
dernière chose, la notion de repère de vecteur. Alors, j'ai changé un petit peu les notations pour que vous voyez qu'il y a vous pouvez rencontrer plusieurs types de notations. Ici, les grandes lettres V, I, J, ça va être des vecteurs et les petites lettres, ça va être des nombres. Eh bien, ici, I et J, ils sont représentés ici comme étant sur des directions perpendiculaires. On dit que c'est des vecteurs orthogonaux. En plus, on s'arrange pour que leur longueur soit égale à une unité tous les deux. D'accord? Et à ce moment-là, tout vecteur V va se décomposer sous cette forme-là. C'est-à-dire, hein, je prends un petit peu la chose à l'envers pour vous habituer à décortiquer une formule et ensuite à voir la géométrie qu'il y a derrière. On va dire que V, c'est une partie qui est parallèle, collinaire à I, c'est-à-dire I, c'est ça, et une partie qui est collinaire à J, ici. Et le coefficient qui fait passer de la projection, comme on va le voir, de U, de mon vecteur V sur l'axe des I, ça va être AI et l'autre, ça va être BJ. Alors, on va regarder maintenant si je fais jouer, vous voyez, je projette simultanément le vecteur ici, j'obtiens deux vecteurs, hein, ici, comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans la construction du parallélogramme, mais je les ai ramenés sur les axes. Et ces deux vecteurs, bah, celui-là c'est AI et celui-là c'est BJ. Et on dira que V a pour composante A et B dans la base IJ. Hein. Alors vous verrez que ça marche aussi, on en déduit des choses pour les points. En complément du travail sur le repérage d'un vecteur, eh bien, on peut aussi faire un lien avec les points. Alors en réalité, un repère, un véritable repère, c'est un ensemble de un point, appelé origine, et deux vecteurs I et J, comme on l'a vu précédemment. I et J, on dit que c'est une base vectorielle, alors que O, I et J, c'est un repère pour les points et pour les vecteurs. Alors, si je me donne un point dans le plan, pour ainsi dire, pour l'instant, bien évidemment, je vais pouvoir lui associer un vecteur OB. Et comme je peux lui associer un vecteur OB, ben, vous allez voir que si je fais continuer moi ma petite animation, ce vecteur OB, je peux, comme tout à l'heure, le projeter sur les axes qui correspondent à I et J. Je vais obtenir deux composantes, ici, une composante ici, dont la somme de ces deux composantes, ça va être le vecteur OB. Donc je vais avoir un vecteur qui est collinaire à I et un vecteur qui est collinaire à J. Ces deux vecteurs, eh bien, je peux trouver le coefficient qui fait passer de l'un à l'autre. Eh bien, si j'obtiens donc une nouvelle formule, qui est eh bien, OB égale XI plus YJ en écriture vectorielle, X et Y étant les coefficients de passage entre I et la projection ici et Y, la projection ici. Alors, ça peut s'écrire donc sous la forme de B à pour coordonnées XY. Vous remarquez que l'écriture est horizontale. Et pour le vecteur OB, eh bien, je dirais qu'il a pour composante X et Y. Hein, c'est pas là tout à fait la même chose. L'écriture ici, c'est ce qu'on appelle une écriture en tableau, qui deviendra par la suite une écriture matricielle. Ici, j'ai ce qu'on appelle un tableau, une ligne, deux colonnes, et ici, j'ai un tableau, deux lignes, une colonne. Voilà. Donc, afin de prolonger ce que nous avons intuité de l'espace à deux dimensions en espace à trois dimensions, bah, voici une représentation du repérage d'un point en trois dimensions. Vous allez voir que le lien entre vecteur et point se prolonge très bien, hein, comme on l'a vu en trois dimensions avec les constructions habituelles des vecteurs. Hein, les opérations sont exactement les mêmes. Alors, pour commencer, donc, on va prendre donc ce point-là M qui est donné dans l'espace et on va choisir un repère, donc O, une origine, d'accord? Et puis trois vecteurs cette fois, et non plus deux, donc
le vecteur i, le vecteur j et un nouveau vecteur k, ces trois vecteurs étant sur des directions perpendiculaires, ce qui correspond à dire qu'ils sont orthogonaux entre eux. Donc, le repère, c'est O, I, J, K, O, I, J et K étant orthogonaux entre eux. Alors maintenant, si je prends un point M, comment va-t-on le repérer et comment va-t-on repérer les vecteurs associés? Eh bien, vous allez voir que c'est très simple. On va faire exactement la même chose qu'on a fait précédemment. On va d'abord, c'est un petit peu plus long, on va considérer donc le vecteur OM, vous voyez, le voilà en vert, hein, je l'ai dessiné en pointillé vert pour ne pas surcharger. Et puis ensuite, on va projeter le point M sur ce qu'on appelle le plan X, O, Y, c'est-à-dire ce qui correspond à ce qui est déterminé par I et J à partir de O. Le point P projeté ici va permettre d'obtenir des projections relativement sur X et sur Y. Et bien sûr, le point M va aussi se projeter sur l'axe Z, comme on va le voir dans la suite. Alors je continue. Vous voyez que le point M se projette simultanément sur, enfin, pas directement sur X et Y, mais par l'intermédiaire de P. Par contre, sur l'axe Z, il se projette directement. Donc vous avez 1, 2, 3 projections, ce qui correspond à un bipoint, 2 bipoints, 3 bipoints, et donc à des vecteurs que l'on va faire apparaître et qui sont ce qu'on appelle les composantes du vecteur OM. Alors, vous reconnaissez ici, si je regarde cette petite figure ici, hein, c'est-à-dire O, le vecteur issu de J, cette droite-là et cette droite-là, je obtiens un petit parallélogramme. Et donc, dans ce parallélogramme, je peux dire que OP est la somme du vecteur qui est ici, c'est-à-dire la composante en X et la composante en Y. En plus, si je regarde maintenant cette figure-là, j'ai un autre parallélogramme et je peux donc dire que OM, c'est OP plus la composante en Z. Ce qui me permet de conclure vectoriellement à chacune des composantes étant collinaires à I, J et K, on a donc des coefficients de passage que je vais appeler A ici pour l'axe des X, B pour l'axe des Y et C sur l'axe des Z, et je vais donc avoir une relation vectorielle qui va être OM égale AI, donc AI ici, plus BJ ici, plus CK, et qui est unique, hein, on peut le démontrer facilement. On écrit ça comme on l'a vu un petit peu dans le plan, on l'écrit aussi d'une manière synthétique, sous la forme, donc on avait utilisé le vocabulaire d'un tableau à une colonne, mais cette fois il y a 3 lignes, 3 coordonnées, respectivement ce qu'on appelle la composante en I de OM, B la composante en J et C la composante en K. Bien sûr, on peut dire que M aussi a pour coordonnées A, B, C. D'accord? Donc c'est pour ça, vous voyez, l'ambiguïté entre le point et l'ambiguïté. On peut parler de l'un à la place de l'autre. Le vecteur et le point, c'est la même chose. Le vecteur issu de l'origine et le point M, c'est la même chose.